Siriakorn Siraboon, une jeune âme enthousiaste connue de sa famille et de plusieurs camarades d'école sous le nom de Bung, était une élève aventureuse et extravertie du Baronia Heights College. Sa passion pour l'éducation et son dévouement à la musique et à la danse ont été brutalement interrompus par une disparition inexpliquée et non résolue en juin 2011, laissant tous ceux qui la connaissaient dans la banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria et dans toute l'Australie, dans la stupeur, cherchant des réponses dans une mer de preuves qui nous a tous noyés dans le doute. Dans l'espoir d'apporter des explications plus solides, fondées sur des preuves observables et une analyse de la situation, voici une analyse de la disparition de Bung Siraboon dans le quartier de Baronia et de la série de mystères qui s'en est suivie. Ici, c'est Cold Case Detective. Bung Siraboon est né à la fin de l'année 1997, juste après les fêtes de Noël, le 30 décembre, à Ubon Ratchathani, une province du nord-est de la Thaïlande. Elle était la deuxième fille de la famille, une nouvelle petite sœur pour son aîné, Siriporn, mieux connu sous son surnom de Peng. La famille de 4 personnes n'est pas restée unie, car la relation entre la mère et le père de Bung s'est dégradée, et leur père est parti alors que les filles étaient jeunes. Il a peu à peu disparu de la vie de ses filles, et les sœurs ont passé la plupart de leur temps sous la garde de leur mère, Vanita. Pendant quelques années, Bung et Pang se sont habitués à leur vie avec leur mère, jusqu'à ce qu'en 2004, elles rencontrent un voyageur australien nommé Fred Pattison. Fred était tombé amoureux de la culture thaïlandaise et de l'exploration de ces mondes merveilleux dans les années 90. Il s'était donné pour mission de passer ses vacances chaque année entre l'Australie et la Thaïlande. Cette année-là en particulier, lui et Vanita se sont rapprochés de façon inattendue et leur amitié s'est transformée en une belle relation saine. Au cours des 2 années suivantes, le couple est resté ensemble malgré la distance, et en 2006, Fred a finalement déménagé en Thaïlande, avec l'intention d'y résider de façon permanente. Après que lui et Vanita se soient mariés, Bung et sa sœur aussi. Pang a accueilli son implication dans leur famille à bras ouverts, lui permettant de les considérer comme ses propres filles. Elle profitait ainsi de la présence d'une figure paternelle aimante. Malgré les liens affectueux que partageaient les 4, la situation financière de ce nouveau mariage n'était pas aussi solide. Fred et Vanita avaient tenté de lancer une petite entreprise de fabrication de stores. Cependant, le marché s'est avéré trop peu porteur pour connaître le succès, et cette entreprise prometteuse a rapidement sombré dans l'échec. Pour tenter d'atténuer les pertes de la famille, Fred est retourné en Australie et a travaillé comme ajusteur dans une usine Cadbury à Victoria. Vanita, Pang et Bung l'ont rejoint en 2008 et le couple a travaillé dur pour offrir un avenir meilleur aux filles. Vanita a trouvé un emploi pour permettre aux sœurs d'avoir une bonne éducation et pour qu'elle et Fred puissent un jour retourner en Thaïlande. Ainsi, Pang et Bung ont été inscrites dans le district scolaire de Baronia Heights, situé dans la banlieue assez peuplée de Baronia à Melbourne, dans l'État de Victoria, en Australie. Bung a entamé la 4e année à l'école primaire de Baronia Heights et s'est vite fait des amis parmi ses camarades. L'une d'entre elles était Jiamai Illard, qui est restée proche de Bung tout au long de l'école primaire et jusqu'au lycée. Plus tard, Jiamai a décrit Bung aux journalistes comme une jeune fille incroyablement gentille et compatissante. Elle a dit que Bung était naturellement heureuse et qu'elle perdait rarement son sourire. C'est pour cette raison que les filles s'entendaient si bien entre elles et que Bung pouvait se faire des amis avec n'importe qui. Elle n'avait aucune peur et relevait les défis ainsi que les nouvelles activités sans hésiter une seconde. Malgré sa nature réservée, elle était incroyablement polie et lorsqu'elle se sentait à l'aise avec un nouveau groupe, elle rayonnait d'énergie et de joie. Une autre amie, Layla Preston, déclarera plus tard que Bung appréciait réellement l'école et la compagnie de ses camarades, semblant s'inspirer de l'imagination des autres tout en cultivant la sienne. Bien que Bung excellait en mathématiques et en sciences à l'école, ses véritables passions se trouvaient dans les arts, en particulier la danse et le théâtre. Son artiste préféré à l'époque était Justin Bieber ainsi que de nombreux groupes de K-pop. En fait, en 2011, Bung répétait un numéro de danse avec Jiamai pour lequel elle avait elle-même créé la chorégraphie et cette entreprise lui tenait particulièrement à cœur.
Jamais l'a compris et savait que Bung était impatient de montrer leur travail acharné lorsque le moment serait venu. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé plus tard en juin lorsque Bung a disparu un jeudi matin ordinaire en allant à l'école. Soudainement disparu des rues de Baronia sous un soleil levant. Passons maintenant à la chronologie des événements qui ont conduit à la disparition non résolue de Bung Sirabun. Depuis qu'elle a commencé le lycée, Bung Sirabun marchait jusqu'à l'école au Baronia Heights College, avec la permission de sa mère et de son beau-père. La maison des Sirabun se trouvait sur Elsie Street, à seulement 10 minutes à pied du bâtiment de l'école. C'était une promenade facile, et Bung la faisait souvent avec ses camarades de classe et ses amis les plus proches, dont une fille nommée Taylor, et bien sûr, Jiamai. Jiamai et Bung avaient même un petit parc où elles se retrouvaient sur le chemin de l'école ou en revenant, partageant parfois des goûters ou échangeant les derniers potins avant et après les cours. Cependant, alors que le soleil se lève tôt le matin du 2 juin 2011, Taylor dit à son frère qu'elle va marcher avec lui jusqu'à l'école ce jour-là. Lorsqu'il lui demande si elle veut aller chez Bung et marcher avec elle à la place, ce n'était pas inhabituel que Taylor marche avec son frère, car elle et Bung n'allaient pas forcément à l'école ensemble tous les jours. Pendant ce temps, le réveil de Bung Sirabun sonne à un moment après 7 heures du matin ce même jeudi matin. Bung se lève du lit, enfile son uniforme scolaire habituel et mange une soupe de riz aux œufs pour le petit déjeuner. Vers 8 heures du matin, le beau-père de Bung, Fred, rentre à la maison après un service de nuit à l'usine Cadbury. Il se rend dans une pièce à l'arrière de la maison. Pendant que Bung termine de se préparer pour aller en cours, il est 8h30 et Bung dit au revoir à Fred puis quitte la maison comme tous les autres jours d'école. Quelques instants plus tard, un voisin aperçoit Bung se dirigeant vers l'est sur leur route en direction de l'avenue Alberts. Ce voisin non identifié dira plus tard aux autorités que Bung semblait être de bonne humeur et ne montrait aucun signe de détresse, qu'elle portait son uniforme habituel et un imperméable bleu. Ce sera la dernière apparition confirmée de Bung Sirabun. Encore quelques minutes passent et Bung atteint théoriquement la fin de la rue Elsie, là où elle rejoint une grande route très fréquentée appelée avenue Albert. Elle traversait la circulation tous les 2 jours et aurait refait pareil. Après avoir marché un pâté de maisons le long de l'avenue Albert, Bung tourne alors théoriquement à droite en direction du sud-ouest, puis tourne à gauche sur la rue Harcourt, une autre rue de banlieue beaucoup plus calme et discrète que l'avenue Albert. À 8h55 selon les rapports, un autre habitant du quartier aperçoit Bung marchant le long de la rue Harcourt, juste à l'intersection avec l'impasse Monco Street. Cela n'aurait été qu'à 130 mètres de la grille, au bout de la rue Monco. Celle-ci menait au terrain du Baronia Heights College, le point d'entrée où Bung et ses amis entraient chaque matin dans l'enceinte de l'école. On ignore si Bung a atteint cette grille ce matin-là, et l'observation sur Harcourt Road n'a jamais été confirmée par la police. Une fois que l'école commence. Au cours de l'heure suivante, les administrateurs du Baronia Heights College, ainsi que les amis et les professeurs de Bung, supposent simplement qu'elle est absente pour la journée puisqu'elle n'arrive jamais en classe, malgré son assiduité exemplaire. À cause de cette négligence, Vanita et Fred pensent tous les deux que Bung est bien arrivé à l'école, et aucune alerte n'est donnée de toute la journée. Ce n'est qu'un peu après 15h40 cet après-midi-là que l'esprit de Vanita commence à vagabonder. Elle constate l'heure et remarque que Bung rentre habituellement maintenant, se demandant où sa fille pourrait être. L'horloge sonne alors 16h et le téléphone sonne chez les Sirabun. Fred décroche, sans se douter de rien, et est surpris d'entendre la voix de Jiamai Hillard. À l'autre bout du fil, Jiamai demande à Fred si elle peut parler à Bung pour la mettre au courant de ce qu'elle a manqué et de ce que l'école prévoit pour le lendemain. Fred demande à Jiamai pourquoi elle n'en a pas simplement parlé à Bung à l'école plus tôt, ce à quoi Jiamai répond que Bung n'est jamais venu. C'est à ce moment-là que Jiamai et les parents de Bung réalisent que Bung a disparu, sans que personne ne s'en rende compte. Quelques minutes à peine s'écoulent avant que Vanita et Fred ne soient dans la voiture et en route vers le collège Baronia Heights. Ils courent à l'administration, où le principal confirme l'absence de Bung. Jeudi, à 16h20, le couple bouleversé entre dans le commissariat de police de la ville de Knox. La police de Knox supplie le couple de contacter tous les membres de la famille et amis proches dans l'espoir que Bung soit avec eux.
Sans beaucoup de succès du côté des liens familiaux, Vanita et Fred rendent une visite à Giamai et sollicitent son aide pour contacter les amis de Bung plus tard dans la soirée afin de voir s'ils pourraient savoir quelque chose. Giamai suggère qu'ils vérifient le parc où les filles se retrouvaient lors de leurs trajets à pied vers l'école et en revenant, mais aucune trace de Bung n'y est trouvée non plus. Tout au long de la nuit du 2 juin jusqu'au petit matin du 3 juin, Vanita et Fred se rendent en personne chez chacun des amis de Bung pour vérifier s'ils ont des nouvelles. Personne ne partage d'informations utiles. Et après cette série d'appels infructueux, le couple bouleversé retourne au poste de police de Knox. Au fur et à mesure que la journée du 3 juin avance, une recherche officielle est lancée. La police de Knox fait du porte-à-porte dans tout le quartier, frappant à la porte de chaque maison et distribuant des avis de recherche. Dans toute la ville et ses banlieues voisines, les rues se remplissent rapidement de bénévoles pour les recherches et les secours. Au moment où les informations du soir commencent, plusieurs chaînes de télévision ont entendu parler de la recherche de Bung Sirabun et diffusent son histoire sur tous les grands réseaux. Les journalistes demandent avec assiduité l'aide du public, et il semble qu'un véritable élan se crée au cours des jours suivants. Les enquêteurs passent des heures et des heures à examiner les images de vidéosurveillance provenant des caméras situées dans les commerces locaux et les stations de transports en commun. Ils rendent également visite à tous les délinquants sexuels enregistrés à Victoria. Ils sont de plus en plus convaincus que la disparition de Bung est l'œuvre d'un ravisseur. Les jours deviennent des semaines, et les autorités envoient des agents dans le parc national des Dandenong Range et d'autres forêts montagneuses pour rechercher Bung. Malgré de multiples tentatives, aucun indice n'est trouvé dans les réserves naturelles ou sur les sentiers de randonnée. À peu près à la même période, fin juin 2011, deux adolescentes différentes se manifestent avec des témoignages concernant des tentatives d'enlèvement survenues dans les jours suivant la disparition de Bung. Aucune de ces histoires n'est jugée liée à l'affaire de Bung, l'une s'étant révélée être un canular. En octobre de cette année-là, 4 mois après la disparition de Bung, la police a mis en place la Task Force Puma, une unité spéciale de détectives pour se concentrer sur la traque de Bung Sirabun. Puma est le premier groupe de travail majeur dans une enquête policière depuis 2003 à Melbourne, en Australie. Au cours des 2 années suivantes, la Task Force Puma reçoit plus de 900 appels, enquête sur 250 délinquants sexuels connus, perquisitionne plus de 1000 domiciles et recueille plus de 1100 éléments de preuve. Cependant, ils ne trouvent rien de concret et l'affaire continue de s'enliser. En octobre 2013, la Task Force est dissoute et tous ses dossiers et résultats sont remis aux détectives de la Brigade des homicides de la police locale. Les années passent et diverses pistes sont présentées aux enquêteurs. Pourtant, beaucoup d'appels s'avèrent être des canulars, y compris de fausses confessions faites par des habitants de Melbourne. À l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de Bung, la police fait appel au public pour obtenir de l'aide afin d'éclaircir quelques signalements présumés de Bung datant de juin 2011. Cependant, rien de concret n'apparaît au fil des années jusqu'à aujourd'hui, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou des amis et de la famille de Bung. Ils restent convaincus que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose sur la localisation de la collégienne de 13 ans et continue de supplier pour obtenir des réponses. Il y a actuellement une récompense d'1 million de dollars pour toute personne ayant des informations menant à la découverte de Bung, alors que les enquêteurs et les détectives travaillent sans relâche pour trouver ce détail crucial dans l'affaire qui nous mènera au destin mystérieux de Bung. Comme beaucoup d'affaires de disparition impliquant des enfants, l'enquête sur Bung Sirabun a vu une multitude de signalements potentiels affluer sur les lignes directes de la police et des services de lutte contre le crime juste après sa disparition. Beaucoup de ces signalements étaient le résultat de citoyens paranoïaques voyant des anomalies sur une toile de normalité, des déclarations sans grande certitude et généralement sans aucune vérité pour les étayer. Quand une tragédie frappe une communauté, il est facile de voir des choses qui n'existent pas vraiment et d'interpréter des situations pour qu'elles correspondent à un récit ou, dans ces cas-là, d'adapter un résultat possible à un mystère terrifiant. Cependant, toutes les apparitions signalées d'une personne disparue ne sont pas de fausses alertes. Et en juin 2016, les détectives ont annoncé 2 témoignages distincts qui ont éveillé leur intérêt, et donc le nôtre également.
La fascination pour ces deux témoignages concernant Bung repose sur leurs détails étonnamment similaires, impliquant tous deux un homme avec divers tatouages et une voiture blanche. Ils ont tous deux eu lieu le matin de sa disparition, entre 15 et 30 minutes après qu'elle ait quitté son domicile dans la banlieue de Baronia. La première observation a eu lieu à Baronia, environ 15 minutes après le départ de Bung, probablement vers 8h45 du matin. Le témoin aurait vu une jeune fille asiatique, correspondant à la description de Bung, regardant par la fenêtre arrière d'une Ford Falcon blanche, soit une EA, soit une EF, fabriquée entre 1988 et 1996. La voiture blanche a été vue se dirigeant vers l'est à l'intersection de Baronia Road et Floreston Road, conduite par un homme blanc plus âgé, dans la cinquantaine ou la soixantaine, avec des cheveux bruns lissés en arrière dans un style rock and roll et des tatouages sur tout le bras, y compris un tatouage très coloré sur la partie supérieure de son bras gauche, près de l'épaule. Il y a également certains rapports qui indiquent que le conducteur portait un débardeur bleu. Cependant, cela n'a pas été confirmé. La deuxième observation a eu lieu environ 15 minutes après la première, entre 8h45 et 9h le 2 juin, probablement 30 minutes après que Bung ait quitté la maison. La grande différence avec ce témoignage, c'est qu'il a eu lieu près de la ville de Rowville sur Napoleon Road, une zone située à environ 9 à 10 km au sud de Baronia. Le témoin oculaire a déclaré à la police avoir vu une fille correspondant à la description de Bung assise sur le siège passager d'un break blanc alors qu'il avançait dans la circulation du matin. D'après ses souvenirs, le témoin a décrit le véhicule blanc comme étant une Holden QG Kingswood, un ancien modèle datant d'entre 1960 et 11 et 1973. Le conducteur du break était également un homme blanc, mais semblait être d'âge moyen, dans la trentaine ou la quarantaine. Le témoin ne pouvait pas dire si l'homme était chauve ou s'il avait simplement des cheveux très clairs, mais il a précisé qu'il avait des tatouages couvrant son cou et ses bras, comme des manches. On ne pouvait pas non plus distinguer ce qu'il portait. Alors que la plupart des enquêteurs pensent que ces apparitions sont des cas distincts et probablement sans lien, il est techniquement possible qu'il s'agisse de la même voiture, du même conducteur et, de façon terrifiante, du même passager. Bung. Si la première apparition a bien eu lieu à 8h45, il est possible qu'elle ait pris la route vers le sud sur la route Napoléon et se soit dirigée vers Rowville pour arriver à 9h. Afin que la deuxième apparition ait lieu, nous avons consulté diverses cartes et ressources GPS et du moins dans les conditions de 2020, le trajet depuis l'intersection des routes Baronia et Floreston jusqu'au point le plus au sud de la route Napoléon à 8h45, un jour de semaine, prend entre 11 et 15 minutes. Nous pensons que les conditions de circulation n'ont pas assez changé depuis 2011 pour rendre cela impossible. Il y a 9 ans le matin du 2 juin pour faire ce trajet. Ainsi, en offrant la possibilité que la première et la deuxième observation concernent le même véhicule, il vaut également la peine de considérer que l'un des témoins a mal identifié la marque et le modèle de la voiture ou n'a pas eu une vue suffisamment claire du conducteur pour déterminer correctement son âge et sa coiffure. Cela dit, un break Kingswood et une Ford Falcon de 1988 ne se ressemblent vraiment pas. Et suggérer que quelqu'un ait confondu un homme de 60 ans aux cheveux noirs lissés en arrière avec un homme de 35 ans aux cheveux blonds courts semble un peu tiré par les cheveux. Ainsi, nous ne croyons pas fermement que les témoignages soient liés ou qu'ils reflètent la même situation. Cependant, nous pensons, tout comme la police, qu'il y a de bonnes chances qu'au moins l'un d'entre eux concerne la véritable Bung Sirabun. Nous demandons donc à toute personne qui reconnaît ces descriptions, que ce soit des voitures blanches ou des hommes tatoués, de bien vouloir contacter les autorités compétentes. Ces signalements n'ont pas été écartés à ce jour et pourraient être l'indice majeur pour franchir une nouvelle étape dans la recherche de Bung et apporter une conclusion à cette affaire. Examinons maintenant les théories les plus répandues concernant la disparition non résolue de Bung Sirabun. Comme dans de nombreux cas non résolus d'enfants et d'adolescents disparus, les parents et tuteurs sont toujours interrogés dans les premiers jours de l'enquête. Comme l'histoire le montre, de nombreux enfants qui disparaissent le font aux mains de leur gardien ou d'un membre de leur famille. Ainsi, la première personne que la police et les témoins ont regardé avec suspicion était Fred Patterson, le beau-père de Bung et son modèle paternel.
Une source anonyme, très probablement un autre résident du quartier Baronian, a informé les autorités qu'elle avait vu Fred creuser autour de leur maison d'Elkriit dans les jours et semaines qui ont suivi la disparition de Bung. Lorsque les forces de l'ordre ont approché Fred en tant que suspect, il a coopéré de bon gré, et lui ainsi que Vanita ont permis aux enquêteurs de fouiller chaque recoin de leur maison, y compris de procéder à des excavations autour de leur propriété. La police n'a trouvé aucune preuve suggérant que l'un ou l'autre des parents était responsable ou cachait des secrets troublants, et les autorités les ont remerciés pour leur ouverture et leur coopération. Cependant, cela n'a pas empêché les rumeurs de se répandre en ville, insinuant que Fred n'était pas net. Beaucoup de gens remettaient en question, sans preuve réelle, ses motivations à s'intégrer dans la culture thaïlandaise et à ramener 3 femmes avec lui en Australie. Ils soupçonnaient que Fred avait des intentions sinistres dans sa relation avec sa femme et ses 2 filles. Et malheureusement, les préjugés et les insécurités que certains ressentent à propos du mariage interracial ont refait surface dans une tentative désespérée de donner un sens à l'inconnu. Ces murmures ont fini par évoluer en théories compliquées, qu'il ne fallait pas enquêter sur le beau-père dans la disparition de Bung, mais plutôt sur son père biologique, qui vivait toujours en Thaïlande, au moment de sa disparition. La police était d'accord et a remonté ses suppositions jusqu'à son pays d'origine, mais avec l'aide des agences de police internationales, ils ont rapidement découvert que ces pistes ne menaient nulle part, et le père de Bung a été écarté comme suspect légitime aussi vite qu'il avait été considéré comme tel. À la fin du premier mois après la disparition de Bung, il est devenu évident pour les enquêteurs que Bung n'était pas partie de son plein gré, mais qu'elle avait plutôt été enlevée ou kidnappée contre sa volonté. En fait, lorsque le calendrier est passé de juin à juillet en 2011, les détectives étaient certains qu'un ravisseur en série rôdait dans les banlieues de Melbourne et le long du pied de la montagne, enlevant de jeunes filles sans méfiance dans les rues. Après que 2 jeunes femmes se sont manifestées avec des témoignages indiquant qu'elles avaient été victimes de tentatives d'enlèvement à peu près au même moment que la disparition de Bung. Le premier témoignage laissant entendre la présence d'un ravisseur est venu le mardi 21 juin 2011 du quartier de Ringwood, une ville située à seulement 10 minutes de Baronia. Une jeune femme blanche de 16 ans a déclaré à la police qu'elle marchait à Ringwood lorsqu'une berline bleue s'est arrêtée près d'elle. Et le conducteur, un homme, a baissé sa vitre avant d'essayer de la séduire pour qu'elle monte dans la voiture avec lui. La jeune fille, évidemment et de façon compréhensible, a refusé, et la voiture a donc continué sa route avant de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence devant elle. La jeune fille a continué à marcher, et alors qu'elle passait devant la berline bleue, le conducteur est sorti de la voiture et lui a attrapé le bras par derrière. Dans un incroyable élan de courage, la jeune fille de 16 ans s'est défendue contre le ravisseur potentiel, le griffant et le frappant jusqu'à ce qu'il la lâche. Libérée de son emprise, la jeune fille a couru se cacher dans les buissons pour échapper à l'homme. Quelques instants plus tard, il est remonté dans sa berline bleue et est parti sans jamais être revu. En décrivant l'homme aux autorités, la jeune fille a dit qu'il avait la fin de la cinquantaine ou le début de la soixantaine, portait des vêtements de couleur sombre, avait les cheveux grisonnants et surtout des dents en mauvais état. La meilleure comparaison qu'elle pouvait faire concernant son apparence générale était celle d'un homme d'origine sud-européenne. D'un point de vue plus large, le moment choisi pour la tentative d'enlèvement inquiétait les enquêteurs qui craignaient la présence d'un délinquant en série. Cependant, d'autres enquêteurs ont souligné des incohérences plus détaillées, bien que les 2 quartiers soient proches comparés au reste du pays. Bung était asiatique, tandis que cette fille était blanche. De plus, la disparition de Bung a eu lieu tôt le matin, alors que cette fille a été abordée dans l'après-midi. Bien sûr, ces éléments ne prouvaient pas qu'il n'y avait aucun lien, mais c'était suffisant pour susciter la méfiance de tous les concernés. Puis vint le 2e témoignage qui semblait confirmer la pire crainte de tout le monde. Un peu plus d'1 semaine plus tard, le 29 juin, une 2e jeune fille a alerté les autorités d'une tentative d'enlèvement. Cette fille n'avait que 11 ans, mais elle était d'origine asiatique et vivait également à Baronia. Elle connaissait même Bung personnellement pour avoir joué dans le quartier. Les détails précis de la tentative d'enlèvement n'ont pas été précisés. Cependant, les forces de l'ordre ont déclaré qu'ils étaient similaires à l'affaire de Ringwood et ont publié un portrait robot du présumé auteur. Selon la description de la fillette de 11 ans, l'homme était plus âgé, dans la même tranche d'âge que l'agresseur de Ringwood, portait un survêtement rouge et gris foncé assorti, ainsi que des lunettes à monture blanche et, ce qui est le plus inquiétant, un masque chirurgical.
Après que le public ait eu un aperçu de l'assaillant déguisé, Péronia est devenu un nom très répandu dans tout Melbourne. Les enfants ne pouvaient plus sortir seuls et les rues étaient surveillées par la police et les citoyens. Tous espéraient mettre la main sur ce nouveau ravisseur en série qui hantait la région de Baronia. Une quantité considérable de ressources du département de police de Knox a été consacrée à cette enquête spécifique, les similitudes entre les affaires de Bung et de la deuxième fille signalant même aux enquêteurs les plus chevronnés qu'une situation grave venait d'émerger. Cela a duré jusqu'à la première semaine de juillet 2011 lorsque la fillette de 11 ans a révélé à ses parents puis à la police qu'elle avait inventé toute son histoire concernant la tentative d'enlèvement. Il n'y avait pas d'homme avec un masque chirurgical et tout le monde s'est retrouvé exactement au point de départ. Alors, malgré cette fausse piste, est-il possible qu'il y ait eu un criminel en série actif dans les rues de Melbourne durant l'été 2011 ? Bien que cela ne puisse être totalement exclu, cela semble désormais très improbable. Ce sont les seuls cas connus de disparition ou tentative de disparition de jeunes filles dans cette zone. Et à cette époque, il s'agissait des cas de Bung Sirabun et de la jeune fille caucasienne non identifiée de 16 ans. Une semaine plus tard, sans le soutien d'un troisième enlèvement, il y avait trop de zones d'ombre entre les deux autres profils pour établir un lien concret. Les ravisseurs en série ciblent presque toujours des victimes de la même origine ethnique et utilisent le même mode opératoire, comme une heure de prédilection dans la journée. Cela peut ne pas sembler important que la fille de Ringwood ait seulement 3 ans de plus, mais les différences d'apparence physique entre une fille asiatique de 13 ans et une fille caucasienne de 16 ans seraient trop importantes pour tirer des conclusions significatives. S'il y avait eu d'autres tentatives, davantage de données auraient pu être intégrées à l'analyse pour montrer aux enquêteurs s'il y avait réellement un personnage semblable à un croque-mitaine rôdant dans les quartiers. Mais en l'état actuel des choses, nous devons conclure que la tentative d'enlèvement à Ringwood n'était probablement pas liée à la disparition de Bung et qu'elle était l'œuvre d'un autre auteur. Alors, bien sûr, nous arrivons à la grande question, qui pourrait être cet auteur ? L'Australie n'est pas forcément connue pour sa longue histoire avec les tueurs en série ou des taux catastrophiques de criminalité violente, mais elle compte tout de même son lot de criminels et de potentiels récidivistes. La connexion la plus souvent évoquée concernant Bung est celle de l'infâme violeur en série d'enfants, Monsieur Cruel, dont le surnom terrifiant n'a guère besoin d'explication. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, M. Cruel était un homme australien anonyme qui s'introduisait dans les maisons de 3 jeunes filles. Une fillette de 11 ans non identifiée de Lower Plenty, Sharon Wills, 10 ans de Ringwood et Nicola Linus, 13 ans de Canterbury. Et il les bâillonnait, les attachait et les agressait, parfois en les kidnappant pour les emmener dans un lieu tenu secret avant de les relâcher dans un endroit public quelconque. Quelques heures plus tard, les 3 cas se sont produits sous le couvert de l'obscurité entre 23h30 et 5h30 du matin, tous dans les banlieues haies de Melbourne. M. Krull ne laissait jamais de preuves médico-légales et surveillait discrètement chaque famille avant d'entrer chez eux. Il était très intelligent. Il semait de fausses pistes pour distraire la police et dérouter les détectives, menaçant de tuer ses victimes si elles bougeaient pendant ses attaques. M. Cool était connu pour sa cagoule noire sur mesure qu'il portait lors de l'un de ses crimes, comme le montre le portrait robot largement diffusé et terrifiant de la police. Et plus d'1 million de dollars de récompenses ont été offerts par la police pour toute information pouvant mener à son identification ou à son arrestation. Il était la version australienne du tueur du Golden State, et on pense qu'il avait fait plus d'une douzaine d'autres victimes auparavant. Les 3 viols confirmés et reliés à partir de 1987. Une autre victime présumée de M. Krull est apparue à l'automne 1991 lorsque, le 13 avril, un homme non identifié a enlevé Carmine Chan, 13 ans de Templestowe, une camarade de classe d'une précédente victime, Nicola Linus. Carmine avait été enlevée sous la menace d'un couteau. Mais contrairement aux 3 autres victimes confirmées, elle n'a été retrouvée qu'1 an plus tard, lorsque son corps a été découvert avec 3 blessures par balle à la tête. À ce jour, les autorités n'ont ni confirmé ni nié un lien entre M. Krull et le meurtre non résolu de Carmine. Tant que l'affaire n'est pas résolue, il faut considérer les similitudes. Carmine avait le même âge que les autres filles, vivait dans la même région qu'elle et a été enlevée sous la menace d'un couteau puis tuée par arme à feu. Les 2 armes préférées de M. Krull pendant son règne de terreur.
La seule différence majeure était que Carmine était d'origine asiatique, ce qui laissait penser que Bung pouvait aussi être une victime de Monsieur Cruel. Bien que cela se soit produit 20 ans après le pic des crimes de Monsieur Krull, Bung a disparu dans la banlieue est de Melbourne sans laisser de traces, suggérant que son ravisseur avait planifié son enlèvement afin que cela semble s'être produit en un instant sans aucun témoin. Si Carmine a effectivement été tué par Monsieur Krull, cela pourrait avoir marqué le début de sa traque des jeunes écolières asiatiques. Suivant le schéma de nombreux criminels en série qui évoluent de violeurs à meurtriers, reflétant une fois de plus le tueur du Golden State. Cependant, le principal argument contre toute implication de M. Krull est le calendrier général de tous ces événements. M. Krull a toujours opéré sous le couvert de l'obscurité et de la lumière des étoiles. Il espaçait ses attaques d'1 an ou 2 afin de recueillir un maximum d'informations sur ses victimes avant de frapper. De plus, la plupart des tueurs ne prennent pas plusieurs décennies de pause entre leurs séries de meurtres. Et il n'y avait absolument aucun signe de la présence de M. Krull dans la région de Melbourne entre le début du millénaire et 2011. Bung a également été enlevé en plein jour, pendant l'heure de pointe, le long de routes assez fréquentées dans des quartiers où de nombreux habitants étaient vigilants et éveillés. À moins que M. Krull n'ait passé ses 20 années sous terre, simplement à prendre confiance pour attaquer en plein jour et sans sa cagoule, il n'aurait tout simplement aucun sens que les affaires soient liées. Les vies de Carmine et de Bung étaient séparées par trop d'années pour qu'un lien puisse être établi, et donc M. Krull n'est probablement pas l'auteur que nous recherchons. Malgré cela, nous devons nous demander: pourrait-il y avoir d'autres personnages tristement célèbres de Melbourne vivant dans la région, responsables d'avoir enlevé Bung dans la rue et de l'avoir caché toutes ces années? C'est tout à fait possible. L'une de ces personnes d'intérêt était un citoyen australien de 24 ans dont le nom n'a pas été révélé, qui a appelé la police en août 2012 pour signaler. Ayant des informations internes concernant le sort de Bung Sirabun, l'homme a admis avoir accidentellement percuté Bung avec sa voiture le matin du 2 juillet 2011 et avoir disposé de son corps en l'enterrant dans une réserve locale au lieu d'alerter les autorités par peur d'être poursuivi. Cependant, il n'y avait tout simplement pas assez d'informations pour le maintenir en détention, et il a été relâché après sa confession. Puis, 2 mois plus tard, en octobre 2012, le jeune homme de 24 ans a de nouveau été détenu et interrogé. Mais, pour une raison inconnue, il a été relâché une seconde fois, faute de preuves suffisantes. À la fin de l'année, les forces de l'ordre ont annoncé que l'homme n'était plus considéré comme un suspect principal, n'ayant obtenu aucune autre information pour étayer ses déclarations. L'homme n'a pas pu fournir de preuves concrètes qu'il avait frappé Bung. Et lorsqu'il a conduit les policiers à la réserve où son corps était soi-disant enterré, les détectives n'ont trouvé absolument aucune preuve médico-légale, ni même circonstancielle, pour étayer ses dires. Ils ont même saisi le véhicule de l'homme qui aurait été impliqué, mais une fois de plus, ils n'ont rien trouvé. L'étiquette de personne d'intérêt lui a tout de même été attribuée, mais selon la cellule d'enquête, sa confession était mise en doute et l'équipe est passée à d'autres pistes. Honnêtement, c'est probablement la décision la plus intelligente pour un homme qui aurait renversé et tué une jeune fille alors qu'elle se rendait à l'école à pied. Cela aurait dû arriver sur une route fréquentée, où l'homme aurait pu rouler assez vite pour provoquer la mort. La seule route que Bung a empruntée et qui, théoriquement, aurait pu permettre cela était suffisamment fréquentée pour qu'aucun criminel, même le plus habile, n'aurait pu emporter le corps sans que personne ne le voie ou sans laisser de traces physiques, puis enterrer le corps à des kilomètres de là dans une réserve publique. Cet homme était très probablement atteint de troubles mentaux, cherchant à attirer l'attention d'une manière malsaine et a fait un faux aveu pour obtenir de l'attention. Il reste peut-être une personne d'intérêt aux yeux de la police, mais nous sommes convaincus que son témoignage n'est qu'une fausse piste dans la réalité. Trop d'affaires non résolues, très médiatisées, voient leur lot de personnes se manifester avec des informations inventées pour obtenir leurs 15 minutes de gloire. Et malheureusement, c'est l'un de ces cas. Une autre personne d'intérêt a d'abord été mentionnée par l'équipe d'Unresolved dans leur propre analyse de la disparition de Bung. Ils ont avancé la théorie selon laquelle le célèbre violeur en série et meurtrier Gregory Keith Davies pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre. Le passé criminel de Davies remonte à 1968 avec des condamnations pour fraude et vol.
puis il a explosé en tentative de meurtre avec intention de causer des blessures graves en 1971 contre une fille de 14 ans. Davis a été acquitté en raison de la défense pour cause de folie et détenu sous l'autorité du gouverneur jusqu'en novembre 1982. Sa libération a ensuite conduit au viol et au meurtre de Kylie Marbury, une fillette de 6 ans 2 ans plus tard, en 1984. Cependant, comme Davis pouvait fournir un alibi, la police n'a jamais prélevé son ADN après l'avoir interrogé, et il a été relâché. Pendant plus de 30 ans jusqu'en 2016, les autorités ont finalement récupéré un échantillon d'ADN et l'ont comparé à l'ADN retrouvé sur la scène de crime de Mayberry. Davis a plaidé coupable des accusations de séquestration, de viol et de meurtre 1 an plus tard, et il est maintenant en prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 2045. Davis est un suspect intéressant en raison de la large période pendant laquelle il aurait pu commettre d'autres meurtres d'enfants. Plusieurs femmes courageuses se sont manifestées après son arrestation, affirmant avoir survécu à de multiples agressions de Davis. La police est également de leur côté, comprenant que Davis est probablement l'auteur de nombreux autres crimes, y compris ceux qui restent non résolus. Bien que Davis n'ait rien avoué concernant Bung, son activité inconnue au moment de sa disparition, ainsi que la tranche d'âge de ses victimes, pourraient indiquer qu'il est un suspect crédible. Il y a aussi un autre lien troublant entre Davis et l'affaire de Bung. Si vous vous souvenez des 2 témoignages concernant Bung que nous avons examinés précédemment, vous vous rappellerez que les 2 impliquaient un véhicule blanc et un conducteur masculin. Eh bien, il se trouve justement. Au cours des 30 années entre les détentions, il a été confirmé que Davis possédait et conduisait un Brake Holden QG blanc, modèle ancien. Maintenant, Davis ne correspond pas à la description du conducteur du Brake Holden à partir de la 2e observation du lapin, mais il correspond au conducteur de la première observation qui conduisait une berline blanche du même modèle. Davis n'a pas de tatouage coloré. Cependant, il n'est pas impossible que les détails de ces 2 observations aient été inexacts, et que la voiture blanche conduite par un homme dans la soixantaine était une Holden QG. Davis aurait eu 62 ans en 2011, et il aurait pu porter quelque chose autour du cou qui aurait pu ressembler à un tatouage. Cela, d'après un bref aperçu de quelqu'un qui l'a vu passer en voiture. Bien qu'il soit indéniablement tentant de croire que Davis était l'homme aperçu et que Bung était la fille sur la banquette arrière de la voiture blanche, c'est aussi un exemple classique de coïncidence. Gardez à l'esprit que Davis était actif dans les banlieues nord de Melbourne, à environ 30 km au nord-ouest des quartiers de Baronia. Oui, il est certes possible qu'il ait pu être actif dans les communautés environnantes, mais cela aurait également nécessité une discrétion incroyable et une connaissance approfondie des rues et des habitudes de circulation de Baronia. Encore une fois, le potentiel existe, mais cela exigerait que nous l'acceptions. Davis a réussi à ne laisser aucune trace de preuve à l'âge de 62 ans, alors qu'il n'avait pas pu le faire lors de meurtres précédents quand il était plus jeune et en meilleure forme physique. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation, mais tant qu'il n'aura pas été innocenté, Davis doit toujours être considéré comme une personne fortement suspecte. Et, comme il est toujours en vie, il existe une possibilité d'aveu s'il est effectivement coupable. Avant de dévoiler notre hypothèse concernant la disparition non résolue de Bung Sirabun, nous tenons à préciser que nos conclusions présentées dans Cold Case Detective ne sont que des spéculations logiques, basées sur des preuves, des circonstances et des faits sous-jacents. Nous accédons seulement aux mêmes informations dans chaque épisode et ne garantissons ni certitude ni expertise sur nos conclusions. En conclusion, nous nous contentons d'observer, de rechercher et de rapporter. Dans le cas de Bung Sirabun, nous sommes d'accord avec les enquêteurs pour dire que Bung a été enlevé dans la rue sur le chemin de l'école par un criminel habile et très intelligent, animé d'une perversion maladive à son égard. Plus précisément, comment cette personne a-t-elle trouvé et ciblé Bung ? Il est difficile de le dire. Il était bien connu de la police ainsi que des amis et de la famille de Bung que elle était active sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, possédant plus d'un compte Facebook et étant toujours en ligne sur son ordinateur pendant son temps libre. Bien que les experts qui ont analysé ses comptes sur les réseaux sociaux et son historique de navigation affirment qu'il n'y avait rien de suspect, laissant penser qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne, il est également possible que quelqu'un ait trouvé l'un de ses profils et ait commencé à la traquer numériquement.
Sinon, qui que ce soit, le ravisseur aurait aussi pu vivre dans l'un des quartiers traversés par Bung. Sur le chemin de l'école, l'agresseur l'a très probablement suivi discrètement. Chaque jour, soit à pied, soit en voiture, il observait les conditions atmosphériques et prenait des notes détaillées sur les horaires de ceux qui l'entouraient. Ils ont probablement arpenté les rues de cette façon pendant des semaines, voire des mois, s'assurant de connaître ses habitudes sur le bout des doigts et d'être absolument certains de pouvoir agir quand personne ne regarderait. Ensuite, ils ont attendu le mauvais temps, afin que les voisins sortent moins et qu'il y ait moins de circulation. De plus, l'auteur devait savoir que Bung marchait habituellement avec des amis et avait donc besoin d'un matin où elle marcherait seule afin d'éviter tout témoin. Lorsque le 2 juin est arrivé et que la pluie est tombée, Bung s'est retrouvé isolé lors de son dernier trajet vers le Baronia Heights College. La tragédie a frappé comme un éclair, le monstre ayant mis en œuvre d'innombrables heures de préparation pour commettre ce crime impensable. Alors, qui pourrait être ce ravisseur maléfique? Nous pensons que, plutôt qu'un délinquant en série, ce criminel visait uniquement Bung en particulier. Et même s'ils ont pu être un petit délinquant auparavant, ils n'enlevaient pas des enfants dans la rue à tout bout de champ. Ce ravisseur aurait-il pu être le même homme qui a tenté d'enlever cette jeune fille de 16 ans le 21 juin? On ne peut pas l'exclure. Cependant, cette personne était probablement uniquement intéressée par Bung, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de série de disparitions similaires à Baronia ou à Melbourne en général à cette période. Cela aurait pu être un enseignant à l'école, un ami de la famille proche, mais pas trop, un voisin avec ses stores fermés et un œil qui observe dehors. Cela aurait pu être, et c'est probablement, quelqu'un que la police a négligé, qui n'a pas de casier évident. Cela crie ravisseur d'enfants. Et c'est peut-être cela le plus effrayant, que Bung ait été enlevé par quelqu'un qui est toujours parmi nous, qui semble être quelqu'un comme vous ou moi, et que personne n'aurait jamais soupçonné de cacher un secret sombre et mortel. Qui que ce soit, il a très probablement quitté Melbourne pour éviter la police locale. Et en commettant une erreur, ils observent maintenant de loin, se disant qu'ils ont gagné alors qu'ils n'ont certainement pas gagné. Ensemble, avec du courage et de la persévérance, nous pouvons braquer les projecteurs sur cette personne, qui qu'elle soit, et retrouver Bung Sirabun en espérant qu'elle soit en vie pour la ramener auprès de sa famille et de sa communauté dont le seul souhait est la justice. En attendant, souvenons-nous de la beauté de la vie pleine d'amour et d'âme de Bung. Mettons en avant ses réalisations. En tant qu'élève brillante, artiste perspicace et amie compatissante, Bung était animée par de nombreuses passions et s'investissait dans de nombreux centres d'intérêt. Elle aimait la plage et nager dans l'eau derrière la maison océanique de ses grands-parents, la lumière du soleil rayonnant dans ses yeux et scintillant sur l'océan comme un paradis. Elle voyait le monde à travers le temps qu'elle consacrait à créer et à dessiner, exprimant son imagination et sa personnalité par des œuvres colorées sur papier et à travers la danse. Et quand elle n'explorait pas son âme ou ne cherchait pas à acquérir des connaissances, Bung prêtait main forte. Elle jardinait le week-end et partageait des coupes glacées le dimanche avec ses amis. Peut-être que les traits les plus marquants de Bung étaient son bonheur naturel, sa capacité à créer des liens avec tout le monde et à remonter le moral de ceux qui en avaient besoin. Sans la moindre hésitation, Bung Sirabum était en passe de changer bien plus que la vie de ceux qui l'entouraient directement. Et elle aurait sans aucun doute eu un impact merveilleux sur l'Australie et le reste du monde. Ainsi, nous ne devons jamais cesser d'essayer de la retrouver et de la remettre sur cette voie afin qu'elle puisse apporter une différence pleine d'espoir et de sincérité. Ici Détective Cold Case. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Détective Cold Case. Si vous souhaitez approfondir le mystère, vous pouvez suivre le lien du dossier inclus dans l'émission. Les notes regroupent des photos, documents, cartes et lectures complémentaires liées à l'affaire. Pour soutenir l'émission, laissez une note de 5 étoiles où vous l'écoutez. Cela nous aide à élargir notre audience et à sensibiliser le public aux affaires traitées. Si vous souhaitez que nous enquêtions sur une affaire en particulier, peut-être même une affaire proche de chez vous ou concernant un proche, veuillez remplir le formulaire de soumission. Il se trouve dans les notes de l'émission. Merci de votre écoute et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.